Quand j'ai signé un contrat de 300 000 €, mon père a dit, commence par verser un acompte pour la maison de ton frère. Cet après-midi à accent grave, j'ai fait mes valises, coupé leur abonnement et arrêté de payer leurs factures. Maintenant, ils en sont là. Quand j'avais 14 ans, mon père m'a dit que je ne serais jamais plus qu'un type avec une boîte à outils. Pas dans le sens, tu construiras de grandes choses de tes mains. Plutôt dans le genre, j'espère que tu aimes le mal de dos et le SMIC. Pendant ce temps, mon jeune frère Léo recevait une ovation pour avoir grillé une tartine. Si je rentrais à la maison après une journée de 12 heures à poser du gravier sous le soleil, ma mère plissait le nez et disait, ne touche pas le canapé. Tu sens le bitume chaud et la déception. Léo, de son côté, a un jour mis en ligne une reprise acoustique de Despacito sur YouTube. Mes parents l'ont partagé sur Facebook comme s'il venait de sortir l'album de l'année. Alors, oui, j'ai arrêté d'attendre des éloges bien avant d'avoir l'âge de conduire. Ce que j'attendais, en revanche, c'était de construire ma propre vie, même si cela signifiait couler du béton pendant que les autres servaient des cafés au lait en attendant que leur vocation leur tombe dessus. À 17 ans, j'ai commencé à travailler pour un type qui refaisait des allées de garage. Il me payait en liquide, jurait constamment et m'attendait sur le chantier à 5h45 du matin. C'était parfait. À 19 ans, je travaillais à plein temps, apprenant à préparer des fondations, à lire des plans et à soumissionner pour des contrats. Pas de prêt, pas d'aide. Pas de discours d'encouragement de la part de ma famille. Le plus proche que j'ai eu d'un encouragement, c'est quand ma mère a dit, si tu dois faire ce genre de travail, s'il te plaît, mets au moins des chemises propres quand les amis de Léo sont là. Pendant ce temps, Léo était occupé à se chercher, à travers 3 pays et 5 cursus universitaires. Il est passé du journalisme à l'anthropologie, puis au graphisme et à la photographie, avant d'atterrir sur, peut-être influenceur. À un moment donné, il a emprunté 8 000 € à nos parents pour lancer un podcast. Il a duré 2 épisodes. Le premier a eu 6 écoutes. 3 venaient de notre tante. Avance rapide. À 28 ans, je dirigeais une petite entreprise de bétonnage et de pavage. Rien de tape à accent grave l'œil, mais respecté. 2 camions, des clients réguliers. J'avais littéralement pavé mon propre chemin. Et puis, c'est arrivé. Un promoteur pour qui j'avais déjà travaillé m'a appelé pour un nouveau projet, le développement complet d'une nouvelle zone commerciale. Il a dit qu'il aimait ma façon de gérer les choses. Il m'a qualifié de fiable. Un contrat de 300 000 €. Je l'ai signé à 10h03. À 10h42, mon père appelait. J'ai décroché, contre mon gré. Tu as enfin fait quelque chose d'intelligent, a-t-il dit, en sautant le « bonjour ». Maintenant, sois encore plus malin. Commence par verser un acompte pour la maison de Léo. J'ai fait une pause. J'ai cru que c'était une blague. Ce n'en était pas une. Il a besoin d'un coup de main pour démarrer, a poursuivi mon père. Il a perdu son stage. Il est encore malheureux à cause de cette fille, Camille. Il se reconstruit. Cool, ai-je dit. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est ta famille. Ça veut dire se sacrifier, non? La même famille qui avait manqué la remise de mon diplôme professionnel parce que Léo avait un rendez-vous chez le dentiste. Cet après-midi-là, je suis allé chez eux, la maison pour laquelle je payais les factures d'eau, de gaz et d'électricité depuis mes 24 ans. Ma mère avait présenté ça comme un coup de main. Mon père, lui, se contentait de me transférer les factures sans même un merci. Je suis entré, j'ai dépassé les photos de Léo au bal de promo, Léo à Paris, Léo faisant littéralement n'importe quoi. Je suis allé directement au tableau électrique, j'ai coupé le courant des chambres à l'étage, j'ai fermé le robinet d'arrivée d'eau principale, j'ai débranché le routeur, désactivé le thermostat, et j'ai outrepassé le système de sécurité. Juste un réflexe à ce stade. Puis je suis allé dans mon ancienne chambre, j'ai attrapé la boîte à outils que j'avais laissée, celle que mon père avait un jour appelée « ton futur boulet ». Je l'ai jetée dans mon camion à côté d'un sac de vêtements et d'une vieille veste que je n'aimais même plus. Je n'étais pas en colère. J'en avais juste fini. À 18h12, j'ai envoyé un texto à ma mère, « S'il te plaît, transfère tous les abonnements à ton nom ». J'ai déménagé. À 18h40, Léo a textoté, « Frérot, pourquoi il n'y a plus de Wi-Fi ? Papa dit que tu fais ton cinéma. MDR. À 19h03,
mon père a rappelé. Je n'ai pas répondu. Parce que je n'étais plus le paillasson sur lequel il s'essuyait les pieds. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec deux choses, le silence et l'attention. Pas de coup à la porte, pas de notification, juste cette quiétude étrange où l'on sait que quelque chose se prépare. Comme si le monde retenait son souffle juste avant que les retombées ne commencent. Je me suis tourné et j'ai regardé mon téléphone. Un appel manqué de ma mère. Un message vocal. Je l'ai fixé, sans vraiment vouloir entendre quelle soupe à la culpabilité elle avait concoctée pendant la nuit. Mais la curiosité l'a emporté. « Salut, mon chéri », a-t-elle commencé avec ce ton trop poli qui précédait généralement une demande. Nous sommes un peu perdus. L'électricité est coupée et l'eau ne marche pas. Et ton père dit qu'il y a peut-être eu un problème de facturation. Tu as été sous tellement de pression dernièrement. Félicitations encore, d'ailleurs. Nous sommes si fiers de toi. On voulait juste s'assurer que tout va bien. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Fier de moi. Cette femme m'avait un jour laissé seul à ma cérémonie de remise de diplôme avec un sandwich froid et un texto qui disait « On n'a pas pu venir. Léo a une lecture de poésie ce soir. » Et maintenant, elle était fière. Je n'ai pas effacé le message vocal. Je l'ai juste sauvegardé sous le nom de fichier mdr.mp3. Puis est venu le texto de Léo. Yo, frérot. Je crois que papa t'a encore énervé. MDR. Mais tu peux au moins réparer le Wi-Fi? J'essaie de faire un live ce soir et ma ring light ne marche pas sans ça. Une pause, puis un autre message. Aussi, je crois que le chauffage est en panne ou genre, il dort. Ce type pensait que le chauffage était un colocataire de mauvaise humeur. J'ai posé le téléphone. Étais-je en colère? Pas vraiment. Plutôt étourdi par le silence. Le genre de silence dont on ne réalise pas qu'on en a besoin jusqu'à ce qu'il soit enfin là. Quand personne n'attend de vous que vous payiez leurs factures, que vous répariez leur vie ou que vous transformiez leurs mauvaises décisions en seconde chance. À 11 heures, un seul email de mon père est apparu. Objet, la famille avant tout. Je n'avais même pas besoin de l'ouvrir, mais je l'ai fait quand même. Il commençait exactement comme prévu. Tu as toujours été impulsif, même enfant. Bien sûr, rien ne dit plus « leadership » que de commencer par une critique déguisée. Puis venait le cœur du sujet. Léo est dans une position vulnérable en ce moment. Le marché du travail est difficile. Il a besoin de stabilité. Nous pensons qu'il est juste que tu contribues une partie de ton contrat pour l'aider avec un acompte. Quelque chose de symbolique, même pas le montant total. C'est ce que font les frères. C'est ce que font les hommes. Ah, oui. La virilité définie par le nombre de parasites que vous pouvez porter avant que vos genoux ne cèdent. J'ai fermé l'email. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas ragé. J'ai juste fini mon café et je me suis assis tranquillement sur le petit porche du duplex que je louais depuis que j'avais enfin déménagé. Celui avec des chaises dépareillées, une marche fissurée et la liberté tissée dans chaque planche mal fixée. Et tandis que je regardais la rue, ça m'a frappé. C'était le premier matin où je n'étais pas enchaîné à eux. Pas de facture surprise, pas de commentaires en passant sur le fait de participer un peu plus, pas de pot de vin émotionnel déguisé en dîner de famille. Juste moi, de l'air et de l'espace. J'ai pensé au nombre de fois où je les avais choisis au détriment de moi-même. Comment j'avais retardé l'embauche d'une deuxième équipe parce que je payais encore leur abonnement au câble. Comment j'avais renoncé à remplacer mes bottes de travail parce que Léo avait besoin de nouvelles tenues pour des photos de marque. Et le comble, chaque fois que j'aidais discrètement, il voyait ça comme mon devoir, ma responsabilité, mon rôle. Et maintenant que j'étais sorti de ce rôle, j'étais soudainement devenu difficile. À 17h20, ma mère a de nouveau envoyé un texto. On peut parler? Tu transformes ça en quelque chose que ça n'a pas besoin d'être. Elle avait raison. Ça n'avait pas besoin d'être quoi que ce soit. Mais c'est eux qui en avaient fait ça. Au moment où ils ont supposé que j'étais leur fondation, leur filet de sécurité, leur idiot. Et pour une fois, je ne ramassais pas le marteau. Le lendemain après-midi, le silence avait disparu, remplacé par une véritable parade de culpabilisation. Mon téléphone vibrait comme s'il leur devait de l'argent. Pas seulement ma mère et Léo. Cette fois,
la conversation de groupe familial était entièrement militarisée. Tante Brigitte, qui m'avait un jour confondu avec un livreur Uber Eats à Noël, a envoyé « Mon chéri, on a entendu qu'il y avait des tensions. Ne jette pas ta famille pour un malentendu. On t'aime. » Oncle Rémi, qui n'a jamais écrit mon nom correctement, a textoté « Parfois, il faut être le plus intelligent. Tu as la tête sur les épaules. Ne la perds pas. » Ils s'alignaient comme des chanteurs de Noël émotionnels essayant de me faire culpabiliser pour que je rebranchais le respirateur artificiel. Où étaient ces grands orateurs quand je grattais pour payer mon loyer pendant que Léo postait des selfies, esthétiques sensibles, depuis un spa en Islande? Quand je livrais du bitume chaud par 33 degrés Celsius et que personne ne se souvenait de mon anniversaire parce que Léo s'était encore fait larguer. Maintenant, il se souvenait soudainement de mon numéro. À 14h14, les appels manqués ont commencé. 1, puis 3, puis 10. À 18h, j'en avais 17 de ma mère seule, 2 messages vocaux de mon père, et un texto de Léo qui disait « Tu vas nous ignorer juste parce que t'as touché un gros chèque ?» Ça aurait été drôle si ce n'était pas si prévisible. Un message vocal de ma mère commençait en larmes. Je ne comprends pas cette version de toi. Tu as toujours été si serviable, si loyal, si stable. J'ai mis en pause à ce moment-là. Stable. C'est ce que j'avais été pour eux. Pas un fils, pas un frère, juste une fondation stable. Quelque chose sur quoi ils pouvaient déverser leur poids pendant qu'ils menaient des vies faciles. Et j'avais craqué en silence. Un autre de mon père était plus froid. Ta mère est bouleversée. Tu as fait passer ton message. Nous devons avancer maintenant comme des adultes. Traduction, rentre dans le rang, le porte-monnaie. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis allé me promener à la place. Quelque chose que je ne faisais jamais en pleine journée parce que j'étais toujours en train de me précipiter pour résoudre le problème de quelqu'un d'autre. Et quelque part entre le bruissement des feuilles et le faible bourdonnement du trafic, un souvenir m'a frappé de plein fouet. J'avais 20 ans. Léo en avait 17. Ils sont partis en vacances en famille en Corse. Je n'y suis pas allé, non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que mon père a dit qu'il ne pouvait pas se permettre le billet supplémentaire. Il a dit, tu travailles maintenant de toute façon. Les hommes n'ont pas besoin de voyages scolaires. J'ai regardé leurs photos sur l'écran fissuré de mon téléphone pendant ma pause déjeuner, en mangeant un sandwich détrempé derrière une bétonnière. Ils m'ont ramené un porte-clés, même pas un avec mon nom. Juste un qui disait, Corse. Je l'ai gardé dans un tiroir pendant des années avant de finalement le jeter. Et maintenant, il faisait semblant d'être choqué que je ne veuille pas jouer le jeu. Léo a de nouveau envoyé un texto ce soir-là. On peut arrêter d'être dramatique? Envoie juste un peu d'argent et on parlera. J'ai regardé le salon calme, en désordre et à moitié fini de mon duplex. Rien d'extraordinaire, mais pour la première fois, je le sentais comme le mien. Et pas parce que je l'avais payé, mais parce que personne d'autre n'y avait mis son grain de sel. Pas de Léo qui squattait le canapé. Pas de mère qui réarrangeait mes meubles. Pas de post-it passif-agressif sur l'utilisation du liquide vaisselle. Juste moi et le silence que j'avais gagné. À 20h03, ma mère a de nouveau textoté. Si tu ne réponds pas avant minuit, nous considérerons que tu nous coupes complètement les ponts. Financièrement, émotionnellement, tout. J'ai fixé le message pendant une bonne minute, puis j'ai répondu par un seul mot. Correct. Elle n'a pas répondu. Mais 10 minutes plus tard, Léo m'a envoyé « T'es un psychopathe, MDR ». Puis a ajouté « Aussi, tu peux me faire un Lydia pour l'essence ? Le réservoir est presque vide et papa a dit que c'était de ta faute. » Je n'ai pas répondu, parce que ce n'était pas une punition. C'était la première fois de ma vie que j'arrêtais d'être leur fondation. Et ils commençaient enfin à sentir les fissures. Le lendemain matin, ce n'était plus seulement des textos. C'était des publications Facebook. Longues, vagues, ces salades de mots émotionnellement manipulatrices qui ne nomment personne, mais qui crient pratiquement votre nom en gras et souligné. Ma mère a posté en premier. Parfois, les gens que vous aimez le plus vous blessent de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Tout ce que nous avons toujours fait, c'est donner, donner, donner. Mais je suppose que ce n'est pas suffisant pour certains. Prières appréciées. La famille c'est compliqué. Brigitte a commenté. Tu as toujours été une mère si aimante.
J'espère qu'il reviendra à la raison. Certains enfants perdent juste leur chemin. Certains enfants. Madame, je vous ai un jour réparé votre marche de patio cassée sous la pluie et vous m'avez payé avec un cake à la banane et un câlin, mais c'est moi qui ai perdu mon chemin. Puis vint la contribution de mon père. Une photo de Léo enfant, assis sur ses épaules lors du défilé du 14 juillet, avec la légende « Certains souvenirs valent plus que de l'argent ». Une maison peut être reconstruite, mais pas la confiance. Je ne savais pas si je devais rire ou avoir une migraine. Ils essayaient de présenter ça comme si je m'étais retourné contre sans raison. Comme si je n'avais pas payé leur facture d'eau pendant 4 ans. Comme si je n'avais pas conduit Léo à ses cours à l'IUT parce qu'il n'arrivait pas à se réveiller pour prendre le bus. Comme si je n'avais pas pris en charge le budget des courses de la famille quand mon père a temporairement perdu son emploi, une période qui a duré 36 mois et 2 nouvelles Apple Watch. Il réécrivait l'histoire en temps réel. Et le pire, c'est que les gens y croyaient. De vieux amis de la famille ont commencé à m'envoyer des messages du genre « Tes parents t'aiment tellement. Peut-être leur accorder un peu de grâce, et « J'ai vu le post de ta mère. J'espère que vous vous réconcilierez bientôt. » Se réconcilier? Vous voulez dire me rebrancher pour qu'ils puissent me vider jusqu'à la dernière goutte? Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. À la place, j'ai fait quelque chose de mieux. J'ai enfin regardé mon propre compte en banque. Vraiment regardé. Pendant des années, j'avais gagné de l'argent et je l'avais vu disparaître dans le trou noir des urgences familiales, de nouveaux pneus pour papa, de l'argent pour les courses de maman, des fonds de voyage de dernière minute pour Léo quand il voulait surprendre sa copine à Denver. Qu'il a rapidement largué à son arrivée. Mais maintenant, les chiffres augmentaient. J'avais assez pour embaucher cette deuxième équipe que j'avais repoussée. Assez pour enfin remplacer la camionnette de travail rouillée que je conduisais depuis mes 21 ans. Assez pour déménager dans quelque chose de mieux que ce duplex rafistolé si je le voulais vraiment. Et pour la première fois de ma vie, chaque euro sur ce compte était à moi. C'était surréaliste, comme de vérifier le solde de quelqu'un d'autre. Puis, digne. Un autre texto de Léo. Bien sûr. Hey, frérot. Je vois que t'ignores la famille maintenant, mais tu peux au moins aider papa? Il est en train de vriller. Vriller. Il a un fauteuil inclinable chauffant et un bar bien approvisionné. La seule chose qui vrille, c'est son fantasme de me voir revenir pour sauver la situation. J'ai fixé l'écran, les pouces en suspens. J'aurais pu envoyer une réponse sarcastique. J'aurais pu déclencher l'arme nucléaire. Mais à la place, j'ai ouvert ma galerie, j'ai sélectionné une vieille photo, une que j'avais prise il y a des années lors d'un travail en solo sur un patio en ruine, quand je débutais. J'avais de la terre sur le visage, de la sueur sur ma chemise, une brouette cassée en arrière-plan, et le sourire le plus niais du monde sur mon visage parce que je l'avais terminé tout seul. Pas d'aide, pas d'applaudissements, juste du travail, juste de la détermination. Je l'ai posté sur mon propre fil d'actualité avec la légende, construit quelque chose à partir de rien. Sans sponsor, sans raccourci, juste moi. Pas de hashtag, pas d'explication. Je n'avais pas besoin de me défendre, parce que le vrai travail n'a pas besoin d'une campagne de communication. Quelques jours passèrent. Pas d'appel, pas de texto, pas de nouvelles demandes de prières critiques sur Facebook, même pas un mème de Léo. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était peut-être fini, qu'ils avaient enfin accepté la rupture comme des adultes. Peut-être qu'ils étaient passés à autre chose. Peut-être que je pouvais enfin respirer. Mais bien sûr, j'avais oublié la règle cardinale de ma famille, le silence ne signifiait jamais la paix. Il signifiait qu'ils complotaient. Et bien sûr, juste au moment où je profitais enfin d'un après-midi tranquille à réfléchir à la restructuration de mon équipe, tante Brigitte est apparue, sans y être invitée, en personne. Debout sur mon porche comme un percepteur d'impôts avec un tupperware de lasagne en offrande de paix et un sourire imbibé de sauce à la culpabilité. Mon chéri, dit-elle avec un petit soupir essoufflé. Il faut qu'on parle. Je suis resté là, dans mes bottes de travail encore couvertes de poussière, tenant une clé à molette comme si je venais d'être interrompu au milieu d'une scène d'un film intitulé « Laissez-moi tranquille ». C'est à propos de l'argent pour l'essence de Léo ou de la poésie Facebook de maman? Elle a froncé les sourcils, pas amusée. Ta mère est hors d'elle. Ton père dit que tu as changé. Et franchement, c'est difficile de te voir tout gâché par ego. Ah, le voilà. Ego.
Ce mot magique que les gens utilisent quand vous dites enfin non à l'exploitation. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Calme. Pas froid. Juste las. J'ai payé leurs factures pendant des années. J'ai tout couvert, des courses aux consultations chez le psy. J'ai même acheté la dinde à Noël dernier tout en m'entendant dire que Léo avait plus besoin d'argent. Maintenant, j'arrête de payer et soudainement, j'ai changé. Elle a cligné des yeux. Mais la famille s'entraide. Je l'ai coupé. Pas grossièrement, juste efficacement. L'entraide est mutuelle. Ce n'était pas de l'aide. C'était se faire vider puis insulter de ne pas sourire en le faisant. Brigitte a hésité, comme si elle rechargeait son script mental. Tu brises le cœur de ta mère. Non, ai-je dit. Je ne le répare juste pas cette fois-ci. Elle n'a pas su quoi dire après ça. Elle m'a juste tendu les lasagnes et est descendue les marches en marmonnant quelque chose sur l'orgueil qui précède la chute. Je ne l'ai pas regardé partir. J'ai juste fermé la porte et j'ai regardé les lasagnes comme si elles étaient radioactives. Et à ce moment-là, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai ri. Pas sarcastiquement, pas amèrement, j'ai vraiment ri. Parce que pour la première fois, j'avais l'impression qu'ils ne savaient plus à qui ils avaient affaire. Ils s'attendaient à l'ancien moi, celui qui lâcherait tout, s'excuserait d'être distant, donnerait de l'argent avec un sourire penaud en disant « c'est juste plus simple comme ça ». Mais je n'étais plus ce type. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose de petit mais de symbolique. J'ai supprimé le tableur budgétaire que je tenais depuis 5 ans. Celui où chaque onglet portait le nom de quelqu'un d'autre, papa, prêt plus facture, maman, médicaments et nourriture, Léo, chaos récurrent. J'ai ouvert une nouvelle feuille. Cette fois, il n'y avait qu'un seul onglet, moi. Et dedans, des projets, des vrais. J'ai fait les comptes. Mes comptes, pas les leurs. J'ai réalisé que j'avais juste assez de marge pour investir dans ce local commercial que je lorgnais depuis plus d'1 an. Le même que j'avais laissé tomber parce que maman avait besoin de soins dentaires urgents et que le camion de papa avait besoin d'une nouvelle transmission. Mais maintenant, c'était réel. J'ai envoyé un texto à l'agent immobilier, je lui ai dit que je voulais une visite, je l'ai réservée. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'avais pas l'impression de voler à quelqu'un d'autre pour investir en moi. Je me choisissais simplement, moi. Et c'était étrangement calme, comme si je baissais le volume sur des décennies de bruit. Plus tard dans la nuit, je me suis assis dehors et j'ai pensé à toutes les choses que je rêvais de construire. Ma propre équipe, mon propre atelier, quelque chose qui porterait mon nom, pas en note de bas de page, mais en gros titre. J'ai repensé à mes 19 ans, couverts de poussière de ciment, mangeant des biscuits secs sur le siège avant d'un camion rouillé. Je venais de finir un chantier pour une famille qui m'avait à peine payé. J'étais fauché, épuisé, invisible. Et je me souviens m'être dit, si jamais je m'en sors, je ne le devrai à personne d'autre qu'à moi-même. Ça a pris des années. Mais maintenant, ici, les lasagnes encore sur le comptoir, ma boîte de réception pleine de culpabilité, j'étais enfin sorti. Et je ne leur devais rien. Plus rien. Le jour où j'ai signé le contrat, il pleuvait. Pas une tempête de cinéma, juste une bruine régulière qui trempait le trottoir et donnait à tout une odeur de bitume mouillé et de possibilités. Je me suis garé devant la petite agence immobilière dans mon vieux camion, le même que mon père qualifiait d'« embarrassant ». Ce qui est drôle, c'est qu'ils tournent toujours mieux que leurs finances. L'agent, Carla, a souri quand je suis entré. « Vous êtes en avance », a-t-elle dit. « Vous êtes sur le point de posséder tout un pâté de maison. » Nerveux ? Non, ai-je répondu. Ça fait des années que j'attends. Elle m'a tendu les papiers. J'ai signé chaque ligne lentement, délibérément, comme si je réécrivais ma propre histoire, une signature à la fois. Quand je suis sorti, les clés à la main, la pluie avait cessé. Je n'ai rien posté à ce sujet, n'ai envoyé de texto à personne, n'ai pas appelé d'amis ou fait de déclarations dramatiques du genre « j'ai réussi ». J'ai juste longé le terrain en voiture, un coin poussiéreux avec un panneau délavé qui disait encore « disponible maintenant », et je l'ai fixé pendant 1 minute. Bientôt, cet espace porterait mon nom. Pas métaphoriquement. Littéralement, en lettres capitales au-dessus d'une nouvelle porte de bureau. Sans sponsor, sans soutien, juste moi. Et puis, sans le prévoir, je suis passé devant la maison de mes parents.
La lumière de leur Porsche clignotait à nouveau. Je me suis souvenu d'avoir remplacé cette ampoule 3 fois auparavant. Léo avait un jour demandé si l'applique était hantée. J'avais répondu, non, juste négligé. Je ne me suis pas arrêté, je n'ai pas klaxonné, j'ai juste continué à rouler. Ils ne le savaient pas encore, mais ils allaient bientôt le découvrir, parce que l'univers, dans toute sa mesquine splendeur, a décidé de répandre la nouvelle pour moi. 3 jours plus tard, j'ai reçu un texto de Monsieur Dubois, mon ancien professeur d'atelier au lycée professionnel. Fier de toi, gamin. Je suis passé devant le terrain et j'ai vu ton nom sur le permis de construire. Ça a de l'allure. Le permis de construire? Je ne l'avais même pas encore vu. J'y suis allé et, en effet, scotché à la clôture se trouvait l'avis de construction délivré par la mairie. Projet approuvé pour un nouveau bureau d'entreprise, propriétaire, mon nom. Ce n'était pas grand, juste du noir et blanc plastifié. Mais ça aurait aussi bien pu être un panneau publicitaire, car apparemment, mon père l'a vu, et les appels manqués ont recommencé. Cette fois, 32, suivi d'un seul texto, il faut qu'on parle. Maintenant. Puis ma mère s'en est mêlée, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Nous pensions que tu traversais juste une phase. Une phase? Le retrait complet du soutien financier et de la communication était une saute d'humeur? Léo a ajouté son grain de sel, attends, t'as acheté le terrain près du bowling? J'allais proposer ce coin à papa pour son activité de bricolage à côté. Celui-là m'a fait rire si fort que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Je n'ai pas répondu, parce que maintenant le silence n'était plus passif. Il était stratégique. J'ai passé les jours suivants à faire du vrai travail, coordonner les études de terrain, appeler les électriciens, esquisser des plans. Des choses dont je rêvais en débouchant les lavabos de leur salle de bain d'amis ou en réparant la même clôture cassée pour la 3e fois parce que mon père refusait de payer un professionnel. Maintenant, le professionnel, c'était moi, et il n'était que des spectateurs. Un matin, j'ai ouvert ma porte d'entrée pour trouver un colis. Pas de nom, pas d'adresse de retour. Juste une boîte en plastique de cake à la banane. Le geste signature de tante Brigitte. Collé sur le dessus, un post-it, nous sommes tous fiers de toi. Reviens vite à la maison. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai tout jeté à la poubelle. Non par colère, juste par clarté. Parce que j'étais à la maison. Et les gens qui me faisaient sentir comme un fardeau chaque fois que je construisais quelque chose, ils n'étaient plus invités. C'était un mercredi, au milieu de la semaine, rien de spécial. J'étais sur le chantier, examinant les plans et sirotant un café de station-service qui avait le goût de carton et de vieille ambition. Le terrain avait été déblayé. Les permis étaient approuvés. Mon nom était déjà affiché sur le panneau temporaire cloué à la clôture. Et pour la première fois depuis des années, je n'étais pas en retard. J'étais en avance. C'est alors que je l'ai vu. La voiture de mon père, tournant dans le parking en gravier comme s'il avait encore une raison d'être là. Il s'est garé de travers, à moitié dans la boue, comme toujours. Et quand il est sorti, son expression disait tout, sévère, répétée, pleine de suffisance. Derrière lui, ma mère, tenant un thermos comme un trophée de culpabilité. Et Léo, traînant derrière en jogging et Yeezy, l'air de s'être réveillé dans la vie de quelqu'un d'autre et d'en être contrarié. Ils n'ont pas marché nonchalamment. Ils ont marché d'un pas martial, comme s'ils prenaient d'assaut mes frontières avec des visages polis et une fausse inquiétude. Il faut qu'on parle, a dit mon père, en sautant le « bonjour ». Je me suis juste appuyé sur l'échafaudage. Je n'ai rien dit. Pourquoi ne nous as-tu rien dit, a demandé ma mère, regardant le terrain comme si elle s'attendait à trouver un paillasson de bienvenue. Tu as acheté un terrain, créé une entreprise, et tu n'as même pas pensé à impliquer ta famille. Ce mot encore. Impliquer. Traduction, contrôler. Léo est intervenu comme s'il attendait son tour. Si tu nous avais présenté ça, j'aurais pu proposer quelque chose. Une marque familiale, tu sais. Une franchise. Une franchise, ai-je répété. Ouais. Miller Frères BTP. Papa fait la compta. Je m'occupe du marketing. Tu te concentres sur le travail physique. Ça marche. J'ai cligné des yeux. Était-ce réel? Tu penses que j'ai fait tout ça pour pouvoir vous le donner? Mon père s'est avancé.
On essaie de t'aider. Ne gâche pas ça juste parce que tu es orgueilleux. Orgueilleux. Ce mot m'a semblé une gifle. Il l'utilisait toujours quand je prenais une décision sans leur avis. Quand j'arrêtais de demander la permission d'exister. J'ai jeté un coup d'œil au terrain. Chaque centimètre carré m'appartenait. La terre, la clôture, les plans esquissés scotchés à l'intérieur de la caravane de chantier. Il n'avait pas levé le petit doigt pour quoi que ce soit. Vous n'étiez pas là quand je faisais des doubles journées, ai-je dit. Vous n'étiez pas là quand je dormais sur des chantiers parce que je ne pouvais pas payer de loyer. Vous vous êtes moqué de moi quand j'ai renoncé à l'université. Vous avez ri quand j'ai choisi cette voie. Ma mère serra plus fort le thermos. C'était avant. C'est maintenant. On peut en faire partie. Non, ai-je dit calmement. Vous voulez une part du gâteau maintenant qu'il est cuit. Il y eut une pause. Le genre qui rend l'air plus lourd. Mon père plissa les yeux. Tu penses vraiment pouvoir faire ça sans nous? Je l'ai déjà fait. Léo ricana. Tu penses que posséder un bâtiment fait de toi quelqu'un de meilleur? Non, ai-je dit. Mais ne pas avoir besoin de votre approbation, ça, c'est mieux que tout. Il me regardait comme s'il ne me reconnaissait pas. Et peut-être que c'était le cas, parce que je n'étais plus le dépanneur. Pas le recours, pas la réduction familiale. J'étais le gars sur qui ils avaient l'habitude de s'appuyer, maintenant debout, droit, avec plus rien à donner. Ma mère s'est de nouveau avancée, comme si elle voulait adoucir les choses. Tu es toujours notre fils. Nous serons toujours là quand tu seras prêt à revenir. Je ne suis pas parti, ai-je dit. J'ai juste arrêté d'attendre que vous vous montriez. Elle a cligné des yeux, comme si elle ne comprenait pas. Je t'ai apporté ton préféré, a-t-elle dit en posant le thermos. Du café à la cannelle. Comme tu l'aimes. Je l'ai fixé. Ce même parfum que je buvais à 4 heures du matin avant de partir pour des chantiers supplémentaires pendant qu'il dormait, pendant que Léo empruntait la voiture, pendant que mon père disait, pas maintenant, quand je lui demandais conseil. On parlera plus tard, a ajouté ma mère. Une fois que tu te seras calmé. Je n'ai pas répondu. Je les ai juste regardés retourner à la voiture. Même posture, même sentiment de droit, comme s'ils n'avaient rien appris. Quand ils sont partis, je suis resté en silence pendant un long moment. Puis j'ai pris le thermos, j'ai marché jusqu'à la benne à ordures la plus proche et je l'y ai jeté d'un mouvement fluide. Ce n'était pas cruel. C'était comme nettoyer la dernière chose qu'ils avaient laissée derrière eux. L'inauguration n'était pas tape à accent grave l'œil. Pas de coupe de ruban, pas de serpentin, pas de discours. Juste une table avec des croissants et des pains au chocolat, 2 grands thermos de café, et les gens qui m'avaient aidé à construire ça à partir de rien. L'équipe est arrivée en premier, des gars qui travaillaient avant depuis leur camionnette, portant maintenant des t-shirts assortis avec mon logo dans le dos. Puis Carla, l'agent immobilier. Même Monsieur Dubois du lycée professionnel est passé. Il m'a serré la main et a dit, « Je ne pensais pas que tu le ferais aussi vite. Je suis content d'avoir eu tort. » Ce qu'il n'a pas dit, mais que nous avons tous les deux ressenti, c'était, « Tu as fait ça sans eux. » J'ai passé quelques minutes à parcourir le bureau seul. Tout était neuf. Le placo, l'odeur de peinture fraîche, la brillance des comptoirs. Mais le sentiment, c'était ça la vraie récompense. Pour la première fois de ma vie, chaque recoin que je regardais m'appartenait. Pas de culpabilité, pas de condition, personne n'attendait pour s'en attribuer le mérite. J'ai ouvert le tiroir du bureau et j'ai sorti un petit cadre que j'avais gardé. C'était une photo de moi à 17 ans, debout devant un camion avec un haillon cassé et de la poussière de ciment partout sur mon pantalon, à l'époque où personne ne pensait que j'y arriverais. Pas même moi. Je l'ai placé juste sur le bureau d'accueil, à côté d'un petit panneau qui disait « On construit ce en quoi on croit ». Vers midi, Carla est revenue pour déposer les derniers papiers. « C'est officiel », a-t-elle souri. « Vous n'êtes plus seulement un entrepreneur maintenant. Vous êtes un chef d'entreprise. » J'ai signé la dernière page et, alors que j'allais prendre un autre croissant, j'ai aperçu quelque chose à travers la vitre. Léo, adossé à la voiture de location, les bras croisés, l'air de ne pas avoir dormi, ou peut-être juste de ne pas croire ce qu'il voyait. Il n'est pas entré, n'a pas fait de signe, il a juste regardé. Je suis resté là une seconde,
pensant qu'il allait peut-être partir, mais il ne l'a pas fait. Alors, je suis sorti, une boisson à la main. Il a levé le menton. Alors, c'est ça? Ouais. Pas d'appel, pas d'invitation. Je ne pensais pas que tu t'intéressais au vrai travail. Il a ricané. Papa dit que ça ne durera pas. Que tu vas t'épuiser. Qu'un seul bâtiment ne fait pas de toi quelqu'un. Alors pourquoi passe-t-il devant en voiture 3 fois cette semaine? Il n'a pas répondu. Tu te crois meilleur maintenant, a-t-il finalement demandé. Parce que tu as construit ça. J'ai fait une pause, puis j'ai hoché la tête. Ouais. Meilleur que je ne l'étais quand je laissais tout le monde décider de ce que je méritais. Léo a baissé les yeux, puis les a relevés. On aurait pu travailler ensemble, tu sais. Créer quelque chose de plus grand. J'ai déjà créé quelque chose de grand, ai-je dit. Tu n'en faisais juste pas partie. Il a cligné des yeux, et pour la première fois, je jure que j'ai eu l'impression que ça l'avait enfin frappé. Que ce n'était pas juste un garage, ou une frime, ou une phase. C'était à moi. Et je ne devais rien à personne. J'ai montré la plaque en métal à côté de la porte du bureau, fraîchement montée, brillant au soleil. Il y était écrit, construit sans permission, sans soutien, ni approbation. Et toujours debout. Léo l'a fixé pendant un long moment, puis s'est retourné, est monté dans la voiture et est parti sans un mot de plus. Je ne l'ai pas regardé s'en aller. Je suis juste rentré, j'ai fermé la porte derrière moi et j'ai laissé le silence devenir permanent. Parce que ce n'était pas la fin d'un chapitre. C'était la première fois de ma vie que je pouvais écrire le suivant sans leur stylo.